Não, agradecer a presença do nosso colega Sidi Escofarré, que é a ME da EPFCL, do Fórum França de Toulouse, e quem vai complementar a apresentação vai ser nossa tradutora, por favor, Sylvie. Bem, apresentando o senhor Sidi Ascofarré, ele é membro de escola da AME, ele fez um doutorado de Estado em Letras e Ciências Humanas, são doutorados na França de 10 anos, né, extremamente longos e profundos, um doutorado de pós-graduação em Psicologia, ele é professor das universidades, ele é diretor de pesquisa, ele é professor no Colégio Clínico Psicanalítico do Sudoeste, em Toulouse, especificamente. Obrigada. Então, vou dar a palavra para o Sidi, com o texto Quem tem medo de wokismo? O valor da psicanálise. Obrigada. Merci pour votre accueil et merci pour cette présentation. Donc, permettez-moi tout d'abord, pour commencer, de remercier très sincèrement mes collègues responsables du Forum de São Paulo et tout particulièrement Paolo Pires et Sandra Berta pour leur généreuse invitation. Bom, permitam-me, em primeiro lugar, para começar, agradecer sinceramente os meus colegas responsáveis pelo Fórum de São Paulo, e particularmente Paula Pires e Sandra Berta, por esse generoso convite. Donc, par cette invitation, qui n'est pas la première et qui, je l'espère, ne sera pas la dernière, je vais faire d'une pierre deux coups. Contribuer aux travaux de la diagonale épistémique et participer à la présentation et au lancement de la traduction de mon ouvrage, vieux de quelques années maintenant, D'un discours l'autre, la science et la psychanalyse, ouvrage dont je dois la traduction et la publication à l'amitié et au dévouement de Marcelo Quechia, envers qui ma gratitude est immense. Ah, d'accord. On va faire comme ça, sinon on n'en peut pas. Ah oui, d'accord. Donc, je peux continuer? Vous pouvez continuer actuellement Non. et continuer. D'accord. La traduction, seulement pour la discussion. D'accord. Nous avons fait la traduction. Ah oui, donc voilà. Parce que c'est ça. D'accord, comme ça. Alors, donc pour cette première conférence, il m'a été suggéré de parler de ou à propos de l'intersectionnalité. Ai-je besoin de dire que c'est bien sûr une question importante et tout à fait actuelle, en tout cas aux États-Unis d'Amérique, en Europe occidentale et en Amérique latine? Même si je n'ai pas de compétences particulières sur ce thème, qui est devenu désormais un champ de recherche sur le plan académique, je dois reconnaître que désormais, ce champ n'est plus un champ mineur. Si j'ai néanmoins accepté d'en dire quelque chose, ce ne peut être que du seul lieu qui m'importe vraiment, celui du discours que nous avons en partage, c'est-à-dire la psychanalyse. D'ailleurs, alors que je ne rencontrais le thème de l'intersectionnalité qu'à travers certaines thèses de doctorat au jury desquelles j'ai participé, ma curiosité a été fortement piquée à partir du moment où ce sont des collègues, des psychanalystes de l'école, des forums du Charles Lacanien, sans rapport donc avec la faculté, avec l'université, qui en ont parlé aux dernières journées nationales de l'EPFCL et pas dans les meilleurs termes. Je ne vais pas vous dire qui. Alors, cette référence
s'est faite en effet sous la forme d'une critique, voire d'une dénonciation de ce qui est appelé aujourd'hui, entre guillemets, le wokisme. D'où le titre, un brin provocateur de ma conférence de ce soir. Je pose donc la question, qui a peur du wokisme? Et j'ai ajouté à cette question un sous-titre, l'intérêt de la psychanalyse. Alors, commençons par ce qu'on pourrait appeler l'invention du wokisme, entre guillemets. En France, tout au moins, dont j'observe la vie des idées et la vie politique, le terme de woke et celui de wokisme, qui en est dérivé, sont d'apparition, et d'usage récent. Ce qui se comprend dans la mesure où les termes et les débats qu'ils suscitent viennent tout droit des États-Unis d'Amérique. Au plus simple, je dirais, pour le situer, que le terme de woke est d'abord apparu dans les sphères militantes et activistes noirs des États-Unis, avec pour fonction principale de dénoncer le racisme et les violences policières, donc à l'encontre des Noirs. Et ce qui frappe aujourd'hui, c'est que ce mot de woke ou de wokisme est de plus en plus dévoyé, détourné de son sens et de sa fonction originelle. En effet, il est surtout utilisé, le terme de woke, et il est même raillé, moqué dans la presse et dans le débat public comme le nom de l'instrument de censure du militantisme antiraciste, féministe, intersectionnel et de la cancel culture, la culture de l'effacement. Mais avant d'en venir à l'anti-wokisme et à ceux qui ont intérêt à mettre en cause la pensée dite woke, commençons par préciser d'où nous vient ce terme de woke, quel en est l'usage contemporain et ce qu'il charrie de principes, de valeurs, d'aspirations et de revendications pour ceux qui s'y reconnaissent. Alors, je vous propose donc de partir de ce signifiant woke en posant la question d'où vient-il, quels en sont les effets de signifier, pour ainsi dire. Alors, l'accord est unanime pour dire qu'il s'agit du passé simple d'un verbe anglais, to woke, qui signifie se réveiller, se réveiller. Le mot de woke lui-même, qui est le substantif forgé à partir du verbe to woke, a pris depuis quelques années un sens véritablement idéologique dans la langue vernaculaire africaine-américaine. Qu'est-ce qu'elle y désigne? Elle y désigne rien d'autre que le fait d'être conscient des injustices subies par les minorités ethniques, les minorités sexuelles, les minorités religieuses ou de toutes les formes de discrimination. Et c'est un mouvement qui se mobilise pour mettre fin à ces discriminations. Il s'apparente ainsi, ce mouvement woke, à ce que le philosophe et homme politique ghanéen, vous connaissez peut-être, Kwame Nkrumah, avait déjà thématisé dans son grand livre de 1964 qui s'intitule « Le consciencisme ». Alors, je dirais qu'avant d'arriver en Europe, en Amérique latine,
chez vous donc. Et dans le reste du monde, américanisation du monde oblige, le terme de woke s'est répandu aux États-Unis d'Amérique dans un certain contexte historique, dans le contexte historique de la lutte pour les droits civiques des Africains américains. Cette expression argotique a donc cheminé d'abord dans cette communauté afro-américaine depuis les années 60. Ainsi que le rappelait l'historien français Pape Ndiaye, la grande figure du mouvement des droits civiques, Martin Luther King, avait exhorté les jeunes Américains à rester éveillés dans son discours prononcé en juin 1965 à l'université Oberlin dans l'Ohio. Alors, pour rester dans cette généalogie du terme, je peux ajouter qu'en 1923, le philosophe et activiste jamaïcain Marcus Garvey, qui est précurseur du panafricanisme, exhortait déjà en disant « Réveillez-vous l'Éthiopie, réveillez-vous l'Afrique ». Donc, on retrouve ce signifiant de woke, réveil. Réveillez-vous. Un article du site américain Vox a récupéré l'usage en 1938 de l'expression Stay Woke dans une chanson protestataire du bluesman Lead Belly sur l'histoire d'un groupe d'adolescents noirs qui avaient été accusés de viol de 2 femmes blanches à Scottsboro, dans l'Arkansas. Donc, c'est pour marquer les différents temps de l'histoire du terme de woke. Le terme de woke s'inscrirait même dans une histoire du militantisme encore plus ancienne. À en croire, en tout cas, certains historiens qui rapportent l'utilisation de l'expression « wide awake » par les anti-esclavagistes du XIXe siècle qui affirmaient déjà bien éveillés sous la présidence de Lincoln, Abraham Lincoln. Mais si nous en sommes à parler ce soir de wokisme, c'est que le terme a traversé le temps et qu'il est devenu, pour ainsi dire, le nom, sinon d'une pensée ou d'une doctrine, en tout cas celui d'un mouvement idéologique. C'est même pourquoi il s'est construit comme les noms des autres mouvements, féminisme, socialisme, communisme, etc. Donc, wokisme. En effet, sur le fond de cette origine africaine-américaine ancienne, le mot woke s'est par la suite répandu à travers le monde et au sein d'autres sphères militantes pour dénoncer toutes les formes d'injustice subies par les minorités, qu'elles soient raciales, ethniques, religieuses, sexuelles ou autres. Donc, retenez ce terme d'injustice, c'est extrêmement important. Ainsi, il a été convoqué, ce terme, et il a été brandi à l'occasion de rassemblements politiques organisés aux États-Unis d'Amérique pour dénoncer le sexisme ou la misogynie, par exemple, de Donald Trump ou de ses partisans à l'occasion de son élection en 2017. J'aimerais vraiment que ce soit de l'histoire ancienne. Là, c'est mon inconscient qui parle. Hein? Oui? Houve lapso, ele disse, ao invés de 2017, 1917. E ele disse, é o meu inconsciente que está falando. Donc, au début des années 2010, la notion de wokisme a permis aux minorités
en tout genre de s'unir autour d'une perception et d'une expérience partagée des discriminations. Injustice, discrimination. Une personne se définissant comme woke, c'est-à-dire comme éveillée, serait consciente des inégalités sociales par opposition aux personnes endormies par l'idéologie dominante, par les doctrines religieuses qui enseignent la soumission et la résignation, ou par le consumérisme capitaliste. Donc, ils sont éveillés, ceux qui se disent woke, face à l'oppression qui pèse sur les femmes, qui pèse sur les racisés, qui pèse sur les LGBTQA+, qui pèse sur les populations d'origine étrangère, etc., etc. Donc, indépendamment de la façon dont les attitudes individuelles ont pu changer, les personnes woke estiment que les sociétés humaines à travers le monde demeurent injustes et parfois demeurent oppressives et destructrices pour certaines minorités. Et ce, même dans les sociétés dites démocratiques et libérales, où le pouvoir, les idées et les intérêts de la majorité l'emportent toujours sur le souci et le respect des minorités. Alors, je dirais qu'au fond, la plupart voient la quasi-totalité des sociétés actuelles, tout régime confondu donc, accepte que l'on puisse être traité différemment selon sa classe sociale, c'est-à-dire son milieu socio-économique et ou culturel, selon sa religion, selon son sexe, selon son orientation sexuelle, selon son genre ou selon son handicap. Aussi, si historiquement, le terme de woke fut d'abord lié à la lutte contre le racisme à l'encontre des Africains-Américains, c'est-à-dire un racisme qui plonge ses racines dans le passé esclavagiste. Donc, comme c'est le cas ici aussi au Brésil, les individus qui se réclament aujourd'hui woke luttent et revendiquent pour plusieurs causes solidaires entre elles. Rappelons-le, la lutte antiraciste et contre les violences policières et politiques, ainsi que les discriminations, les combats contre la domination masculine, contre le patriarcat et pour l'égalité entre les hommes, les femmes et les trans, la défense des minorités sexuelles et la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, la lutte enfin contre le réchauffement climatique et contre les dégâts environnementaux occasionnés par l'économie capitaliste, extractiviste et mondialisée. Alors, comme l'indique à juste titre l'historien Papandiaï que j'ai cité précédemment, il est question plus généralement, avec ce mouvement dit woke, de changement de mode de vie, de manière d'habiter, de se déplacer, de cohabiter sur la Terre avec ses habitants non humains aussi. Les assignations de genre et les identités sexuelles sont profondément remises en cause par ce mouvement woke. Donc ça, c'était pour situer le terme de woke, son histoire, son origine. J'en viens maintenant à ce que j'ai appelé la naissance de l'anti-wokisme. Il y a eu le mouvement woke, il y a eu un mouvement anti-woke. Alors, si... Agora eu vou falar do anti-wokeismo, né? Nós tivemos o histórico do movimento woke e agora as origens do movimento que lhe é contrário, que é o anti-wokeismo. Alors, donc, je
peut dire que si le mouvement woke est ce que je viens d'évoquer et de décrire à grands traits, hein, c'est vraiment une introduction rapide, hein, il n'est guère étonnant que la radicalité de ces analyses et l'ampleur de ces remises en cause aient suscité une vive opposition, une critique acerbe et, in fine, une hostilité de la part de ceux dont ils dénoncent le pouvoir, la domination et les privilèges. Le woke a d'abord fait figure de repoussoir pour la droite et l'ultra-droite américaine, qui a vu dans ce mouvement une expression déplorable des excès de ce qu'ils ont appelé le politiquement correct, tandis qu'à gauche de l'échiquier politique, le terme est désormais critiqué car il est vu comme un terme daté, usé et surtout, c'est un terme vecteur d'outrance et de radicalité. Donc, il y a une critique de gauche et une critique de droite du wokisme. Alors, comme le diagnostic, un des meilleurs Français et des meilleurs analystes français du phénomène, le politiste Alex Mahoudeau, le woke, puis le wokisme, viennent s'ajouter à ce qu'on a appelé l'indigénisme, à la cancel culture et à l'islamo-gauchisme. Je ne sais pas si ça dit quelque chose, si je dirais un mot là-dessus, si c'est nécessaire. Não sei se vocês entendem esse termo de islamo-esquerdismo. Voilà. Eu Donc, posso dizer uma palavrinha a vocês depois. Donc, je reprends la phrase. Comme le diagnostic, un des meilleurs analystes français du phénomène, le politiste Alex Mahoudeau, le woke, puis le wokisme, viennent s'ajouter à l'indigénisme, à la cancel culture et à l'islamo-gauchiste, mais aussi au communautarisme, au politiquement correct et au néo-féminisme intersectionnel, terme auquel il est souvent substitué. Le mot donc de wokisme fait alors rapidement florès, tant comme objet de débat intellectuel et politique que d'analyse publique dans des articles ou des livres. Je citais là Mahoudeau dans son livre qui s'intitule « La panique woke, anatomie d'une offensive réactionnaire » qui est paru en 2002 en France. Alors, c'est un autre politiste français qui s'appelle Alain Policart qui, dans un ouvrage tout à fait remarquable qui s'intitule « Le wokisme n'existe pas, la fabrication d'un mythe », nous livre, me semble-t-il, le meilleur diagnostic de l'anti-wokisme. Il y montre, entre autres, comment, sur le fond d'une alliance baroque entre les républicains autoproclamés de droite et de gauche, s'est constitué, je le cite, un authentique mouvement d'hostilité à l'encontre du prétendu wokisme, fondé sur un confusionnisme, le rejet de l'antiracisme, de l'anticolonialisme et de la pensée décoloniale, une promotion de l'islamophobie, un déni de la domination masculine et patriarcale, une inhospitalité à la différence, une insensibilité aux injustices, discrimination et ségrégation en tout genre. Policart, donc Alain Policart, montre en quoi et pourquoi le wokisme a été et continue d'être accusé de constituer une menace pour la démocratie et pour l'universalisme. On va y revenir, c'est un mot très important dans le débat.
Universalismo é uma palavra muito importante, vamos voltar a ela, mas é uma palavra-chave. Donc, je décline les éléments de sa réflexion. Présentation du multiculturalisme comme une impasse. Critique de la matrice intersectionnelle. Condamnation du genre comme déni du réel biologique du sexe. Accusation du wokisme d'être, entre guillemets, une secte intolérante née dans les universités et sa réduction à, je le cite, une religion sans pardon et sans avenir et comme générateur d'un totalitarisme d'atmosphère. Pardon. Pour conclure sur ce point, je cède de nouveau la parole à l'excellent Maoudo. Il écrit ceci. En bref, la panique woke, le wokisme apparaît davantage comme un terme aux frontières floues, une sorte de front des déviants idéologiques et intellectuels, et parfois comme une forme de maladie que comme idéologie bien définie. Donc, du point de vue des anti-wokistes. Les termes employés pour le décrire sont d'ailleurs à l'avenant. Ils contaminent, entre guillemets, infiltrent, pervertit et ou verrouille plus qu'il ne convainc ou décrit. C'est une religion, entre guillemets, un millénarisme, une dérive, une pulsion de mort, un cancer, pas une idée ou un système. Mort du wokisme, hein, c'est enterré. O wokismo se vê então enterrado, se faz apelo para que ele morra. Et l'auteur, donc, de faire cette remarque précieuse avant de s'inquiéter pour l'obsession autour du genre ou du racisme, c'est ainsi, paradoxalement, l'obsession de la classe qui, censément, verrouillait le débat. En 2011, Didier Fassin décrivait ainsi la polémique autour de l'ouvrage « Le déni des cultures » d'Hugues Lagrange. La presse, la radio et la télévision préfèrent adouber donc Lagrange en profondeur du politiquement correct, incarné par des sociologues réputés de gauche qui voient du social là où Lagrange, lui, sait reconnaître le culturel. Donc la bataille culturelle, sociale et le fait de mettre sous le tapis toute la dimension sociale et donc tout ce qui renvoie aux déterminations de classe. Então, essa batalha entre tudo aquilo que é cultural e tudo aquilo que é social, com o objetivo de colocar sob o tapete tudo que remete à luta de classes e ao social. Bon, donc après vous avoir présenté très brièvement le wokisme et l'anti-wokisme, j'en viens maintenant à la question que j'ai posée dans le titre de ma conférence, qui a peur et de quoi? Então, depois de ter apresentado o wokismo e o anti-wokismo, vem uma pergunta que rege a minha apresentação. Quem tem medo do wokismo e do que exatamente você tem medo? Alors, donc, ce survol rapide de la question woke, vu essentiellement depuis la France, puisque c'est le pays dans lequel je vis, montre à l'évidence que cette dernière cristallise des problématiques jadis séparées et présentées parfois comme opposées, la problématique de la race au sens non biologique, de la classe, donc au sens de la classe sociale, et du genre. N'est-ce pas du même coup ce qui est à la racine et au cœur de ce qui est aujourd'hui nommé intersectionnalité? L'ouvrage de la grande Angela Davis, Femmes, race et classe, donc qui date
de 1983 en représente à mes yeux une très brillante illustration. Car au fond, il ne s'agit de rien d'autre à travers ces différentes approches que d'une seule et même chose, à savoir la mise en évidence et la lutte contre les différentes formes de domination et d'injustice. D'où la question dont j'ai fait le titre de cette conférence de ce soir: qui a peur du wokisme, entre guillemets? Qui a peur du wokisme si le wokisme n'est rien d'autre que l'idéologie et le mouvement critique, déconstructionniste et émancipateur que j'ai tenté de décrire à partir de son histoire, qui a réellement peur du wokisme et donc de l'intersectionnalité, ce précieux instrument d'analyse de diverses formes de domination. Peut-être que la formulation de la question gagnerait à être plus précise. Je vais m'y risquer en la décomposant très simplement. Qui a peur de l'antiracisme? Je veux dire, qui a peur de l'antiracisme si celui-ci, c'est-à-dire si l'antiracisme est ce mouvement de contestation et de lutte contre les idées, contre les institutions et contre les pratiques inspirées, fondées et justifiées par l'idéologie raciste. Contrairement à ce qui peut se dire ici ou là, l'antiracisme n'est pas l'exaltation de la race comme les acquis de la science biologique notamment a pu montrer que les races n'existaient pas. Le racisme en cause que combattent les antiracistes, ce n'est pas l'hétérophobie, ce n'est pas la phobie du différent simplement, qui n'est déjà pas anodine, ou le racisme réduit à un simple jugement de goût qui accueille favorablement ou rejette certaines formes ou modalités de jouissance. Il convient, me semble-t-il, d'entendre ici le racisme au sens de l'idéologie et des conduites qui utilisent, en citant Albert Memmi, la peur de la différence biologique et raciale pour justifier l'agression et le privilège. Justifier l'agression et justifier les privilèges que l'on tient du fait d'être de telle couleur plutôt que de telle autre. Donc, c'est dans l'article de Memmi, hétérophobie et racisme. Mais il faut aussi se poser la question: qui a peur des classes sociales? Question qui fâche, surtout chez les psychanalystes. Essa é uma pergunta que incomoda muito, sobretudo os psicanalistas. Donc, qui a peur des classes sociales? Autrement dit, qui a peur de la mise au jour et de l'analyse des rapports de domination dans la société. Sei lá, vai ver que não pode. Ele não tá aqui, se ele não limpou. Ele botou aqui em cima. Ele quem? Ele veio aqui. Roberto Giulio Não, pra ele lavar. Ai, desligue o microfone. Vous voyez, ça arrive au moment où je parle des classes sociales. Isso acontece bem no momento que eu estou falando das classes sociais. Donc, je disais, qui a peur des classes sociales? Autrement dit, qui a peur de la mise au jour et de l'analyse des rapports de domination dans la société et qui s'origine dans le système de production, d'échange et de répartition des richesses dans notre monde régi par le capitalisme dans sa forme néolibérale, voire avec Elon Musk, voire libertarienne. Il n'est guère besoin d'être marxien ou d'être marxiste, et encore moins besoin d'être communiste pour se rendre compte des injustices économiques, que ce soit sur le plan local,
donc pays par pays ou sur le plan global entre les États et les nations, et de leurs conséquences sur les individus et les groupes en fonction de leur place dans la production et dans la répartition des richesses. Par ailleurs, peut-on, en toute bonne foi, considérer que ces conséquences, les conséquences de la production et de la distribution des richesses, sont les mêmes pour ceux qui, appartenant aux classes subalternes, sont également des racisés, des femmes ou des membres de minorités sexuelles. Ce qui me conduit à la question: qui a peur du féminisme et des féministes? C'est-à-dire, à minima, qui a peur de l'égalité entre les hommes et les femmes, ou qui, si on renverse la question, qui est favorable, qui va lever la main et dire je suis pour le maintien de l'infériorisation et de la domination des femmes par les hommes? Avoir peur du ou des féminismes, aussi divers apparemment que les associations de psychanalystes, n'est-ce pas le simple symptôme d'une hostilité, sinon à l'encontre des femmes? Nous savons qu'il faut toujours se garder d'universaliser ce signifiant. Hein. Ce n'est pas pour rien que Lacan écrit la barrée, la femme. C'est en tout cas être défavorable aux luttes en vue de leur émancipation et pour le déclin et la fin du patriarcat et de toutes les formes de domination masculine. Sim, não é por nada que Lacan escreveu LA barrado mulher. Donc c'est pour dire il faut se garder de trop vite universaliser les femmes. Il y a les femmes, mais la femme. Nós temos Como que ele diz, evitar universalizar de forma muito rápida as mulheres. Temos a mulher. Je poursuis donc mon questionnement, la déclinaison de mon questionnement, qui a peur des mouvements LGBTQIA+. Il me semble que c'est l'honneur de notre modernité que d'avoir œuvré, et je pense que la psychanalyse n'y est pas pour rien, n'y a pas compté pour rien, d'avoir œuvré, donc, disais-je, à l'intelligence de la diversité des orientations sexuelles, qui a contribué à dépathologiser les homosexualités, parce qu'il n'y a pas une homosexualité, mais des homosexualités, et plus récemment encore, à donner toute leur place aux problématiques dites de la transition. Peut-on se faire les chantres? Je pose la question aux psychanalystes. Peut-on se faire les chantres et les défenseurs du désir d'obtenir la différence absolue et reculer devant le choix homosexuel ou être transphobe? J'en viens à présent à un point encore plus polémique, si je puis dire, dans les interventions des anti-wokistes, à savoir la pensée décoloniale. Qui a peur de la pensée décoloniale? Alors, même si je n'adhère pas personnellement aux thèses dites décoloniales et que je reconnais volontiers les limites, voire les impasses de ce mouvement de pensée, je n'en sous-estime pas moins sa valeur subversive, et son rôle d'aiguillon dans la pensée et les luttes politiques pour l'émancipation des pays anciennement colonisés. Alors, il faut sur cette question être précis. Donc, soyons précis, parce que le terrain peut être par moments glissant, comme on dit en français. Soyons précis encore, parce que le mouvement décolonial n'est pas l'anticolonialisme ni la postcolonie. Au plus simple, je dirais que la pensée dite décoloniale
est ce mouvement historico-politique qui est né à la fin des années 1990 au sein du groupe latino-américain Modernité, Colonialité, dont vous connaissez sans doute mieux que moi l'histoire et les travaux, hein, puisque c'est dans votre sous-continent que ça s'est développé, dont les figures les plus représentatives sont le sociologue péruvien Aníbal Quijano, son collègue portoricain Ramón Grofogel, le sémioticien argentin Mignolo, le philosophe argentin Enrique Dussel. Selon eux, selon ces auteurs, la colonialité est, pour ainsi dire, le pouvoir issu à partir de 1492 des conquêtes, et tout particulièrement de la conquête du Nouveau Monde. Cette manière d'être au monde, la colonialité, justement, est de penser le monde que Quijano appelle colonialité de pouvoir, de l'être et du savoir, serait constitutive de la modernité et du capitalisme, ce système monde qu'il date du commerce triangulaire et de la restauration hors de l'Europe du système esclavagiste. Parce que quand ça a été instauré, réinstauré ici, ça a disparu en Europe, il ne faut pas l'oublier. Donc, Porque quando isso foi restaurado, instaurado aqui, desapareceu na Europa. donc, selon ces penseurs, la colonialité a survécu à la colonisation à travers la mondialisation et à travers les institutions supranationales comme la Banque mondiale ou comme le Fonds monétaire international, par exemple. Colonialité et racisme, la colonialité et le racisme qu'elle forge ou dont elle se nourrit constituent, selon eux, la face obscure de la modernité. La face obscure de la modernité. Critique féroce de l'universalisme abstrait des Lumières européennes, dont ils exhibent les inconséquences, les décoloniaux substituent à l'idée d'universel un pluriversel riche de tous les pluriels. Alors, il s'agit de thèses, de propositions théoriques et d'hypothèses de travail qui méritent davantage, je pense, que simplement le mépris, la raillerie ou le pur et simple rejet de la part de certains entrepreneurs de haine. En vérité, et pour l'essentiel, ceux qui professent l'anti-wokisme refusent en général de reconnaître ou d'assumer ouvertement leur tropisme raciste, leur homophobie, leur transphobie ou leur colonialité. Ils se cachent, me semble-t-il, derrière deux choses. Ils se cachent derrière l'excès, l'outrance et la prétendue radicalité des mouvements subversifs, protestataires et contestataires qui visent l'émancipation. Disons que l'amour de l'ordre leur fait perdre le sens de la justice et les conduit à penser que les minoritaires sont aussi et pour toujours des mineurs, donc condamnés à l'hétéronomie. J'ajouterais qu'à mes yeux, c'est fondamentalement la critique et la déconstruction de l'universalisme au sens où ce dernier est entendu par les gardiens du temple républicain, c'est-à-dire de ceux qui s'autoproclament gardiens des valeurs de la laïcité à la française, qui vaut aux wokistes l'hostilité dont ils sont l'objet. Pourquoi, après tout, me direz-vous? Le champ idéologique a toujours été le lieu de lutte âpre, de combat, d'affrontement entre des adversaires, voire entre des ennemis. La question n'est donc pas tant celle
de la légitimité de ces oppositions et antagonismes idéologiques. Elle est celle de l'option de certains psychanalystes qui veulent non pas simplement, en leur nom, mais de celui de la psychanalyse, prendre le parti de l'anti-wokisme. C'est pour ça que je fais cette conférence. D'où mon dernier développement de ce soir, l'intérêt de la psychanalyse. Par ce syntagme d'intérêt de la psychanalyse, tout le monde l'aura remarqué, je détourne le titre d'un article fameux de Freud, Das Interesse an der Psychoanalyse, qui date de 1913. Évidemment que ce texte de Freud n'a rien à voir ni avec le wokisme, ni avec l'intersectionnalité, leurs turiféraires ou leurs détracteurs, bien sûr. Si je l'ai choisi, c'est qu'il se trouve que le mot intérêt en français, j'ignore ce qu'il en est dans la langue de Goethe. Et mon ami Christian Dunker n'est pas là, je lui aurais demandé de me souffler ce que ça veut dire. Hein? Il se trouve que le mot, donc, en français, peut s'entendre au moins en deux sens assez distincts. L'un que je dirais objectif et l'autre qu'on peut considérer comme subjectif. En effet, première acception, l'intérêt, c'est l'importance de quelque chose, hein, son utilité pour quelqu'un ou pour un domaine, une activité, une discipline. C'est le sens dans lequel Freud l'a utilisé en 1913 pour noter que par-delà son intérêt pratique dans la cure, donc à minima pour le traitement des névroses, la psychanalyse avait également un intérêt épistémique pour d'autres champs, pratiques ou savoir, un intérêt pour l'éducation, pour la médecine, pour la psychologie, la littérature, la philosophie, l'anthropologie, etc., etc. Mais intérêt s'entend aussi en un deuxième sens, subjectif dirais-je, à savoir le bénéfice, le profit qu'on peut tirer de quelque chose. C'est dans ce deuxième sens que je m'interroge pour déterminer quel est l'intérêt propre de la psychanalyse, quel est l'intérêt du discours psychanalytique en tant que discours dans le débat autour de l'intersectionnalité dont on a vu qu'il n'est pas, loin de là, un pur et simple débat théorique. Hein, ce n'est pas un pur et simple débat académique. Avant donc de répondre frontalement à une question aussi redoutable, il serait peut-être utile de rappeler quelques points. La psychanalyse est née et s'est développée comme un savoir et une pratique minoritaire. Minoritaire dans le champ médical et thérapeutique, mais minoritaire également, voire marginal, au sein de l'université. Enfin, j'en sais quelque chose, hein, travaillé 40 ans comme professeur d'université, la minorité de la psychanalyse, je peux en témoigner. Eu senti na pele essa natureza de minoria da psicanálise. Fui durante 40 anos professor na universidade e posso atestar a vocês que isso é muito forte. Donc, minoritaire dans le champ médical et thérapeutique, disais-je, mais minoritaire également, voire marginal au sein de l'université. Enfin, minoritaire, donc la psychanalyse a été minoritaire par l'origine ethnique de son fondateur et de ses premiers praticiens, au point qu'elle a eu à faire face à une stigmatisation comme science juive, entre guillemets. Cette expérience du racisme, cette expérience de la discrimination et de la ségrégation devrait à elle seule suffire, me semble-t-il, à rendre les analystes sensibles à ces thèmes.
hormis cette réflexion, mais qui a son prix et qui indique suffisamment ce que devrait être le tropisme de la psychanalyse, il convient de s'attarder au moins sur 3 thèmes qui concernent soit la psychanalyse en intention elle-même, soit la politique de la psychanalyse. Le premier thème est celui du père, évidemment, puisque du père au patriarcat et à la domination masculine, il n'y a qu'un pas. La doctrine psychanalytique comme la clinique psychanalytique en sont tellement imprégnées, d'Oedipe à Moïse via Hamlet, de la clinique de l'hystérie à la perversion, en passant par la phobie, la loi, la castration, qu'il s'est répandue l'idée que la psychanalyse non seulement ne pourrait pas se passer de père, mais qu'elle est impensable dans son pouvoir hégémonique, soit le patriarcat. Et ce, au point qu'on a pu moquer ceux des psychanalystes qui, comme Winnicott par exemple, ont pu manifester quelque intérêt pour les mères. Ai-je besoin de dire qu'il n'en est rien? Si Freud a recueilli de la bouche des hystériques, notamment, hystériques dont on sait que l'amour pour le père constitue la colonne vertébrale, à en croire Lacan. La fonction structurante du père pour l'introduction à l'ordre du désir, Lacan a évolué progressivement dans le sens non pas d'une restauration du père et du patriarcat comme traitement ou comme solution de la névrose, lui qui situait dans les ratés du patriarcat l'une des raisons de l'émergence des névroses freudiennes, mais ce que Lacan a fait, c'est d'orienter la psychanalyse vers un au-delà du complexe d'Oedipe et vers la conception d'un agent laïque de la castration, c'est-à-dire l'objet A. Ce n'est pas le père qui est en position de semblant dans le discours psychanalytique, c'est l'objet petit a. Donc, tout le travail de Lacan a été, d'une certaine manière, de dégager la psychanalyse de cette prépondérance de la fonction paternelle pour élever la fonction d'objet A comme agent laïque de la castration. Então, justamente todo esse trabalho de Lacan de não colocar como paralelo a questão da restauração do pai e do patriarcado, mas sim sair dessa problemática e instaurar esse agente secular, né, que seria o objeto pequeno a. Alors, n'est-ce pas la condition même du discours psychanalytique et l'antidote radical contre toutes les formes de régression vers la psychothérapie ou vers le discours du maître, de passer du père à l'objet petit a. Le deuxième point qui se doit d'être convoqué est celui des sexualités et de la sexuation. Le legs théorique clinique de la psychanalyse ne se réduit pas au seul fait d'avoir mis au jour la sexualité infantile et par là même la perversion polymorphe de l'enfant et la réalité sexuelle de l'inconscient. Je crois qu'il serait juste de mettre au compte de la psychanalyse d'avoir établi et intégré à la culture que la sexualité humaine n'a rien de naturel. Si tant est que ce mot de nature ait un sens depuis Descola et le post-structuraliste. En tout cas, ce que la psychanalyse promeut, de mon point de vue, c'est que la sexualité des par-l'être est soumise aux contingences de l'histoire individuelle et des rencontres toujours manquées, est soumise aux vicissitudes de la pulsion et aux excentricités du désir. Et la raison en est fort simple.
c'est que le par-l'être est d'abord et avant tout un animal dont le langage, qui le fait sujet, affecte aussi la jouissance. D'où l'infinie variété des modes de cette jouissance qui ne viennent témoigner que d'une chose, le réel même de la psychanalyse, à savoir l'inexistence du rapport sexuel. Et à ce réel-là, on n'échappe pas, que l'on soit homme, que l'on soit femme, ou comme dit Lacan, que l'on soit auvergnat. Qu'on préfère le même sexe, le sexe autre, ou aucun des deux, de toute façon, je cite Lacan, c'est plutôt avec grand phi qu'avec l'autre, le partenaire, que chacun a rapport. Page 71 du séminaire 19. Dès lors, en tant qu'analyste, c'est-à-dire en tant que servant du discours qui porte un tel enseignement, comment peut-on, hors sa propre névrose ou les impasses de son analyse, promouvoir, soutenir ou même tolérer des idées homophobes ou transphobes? Avant de conclure, j'aimerais dire un mot du signifiant à partir duquel, en France, tout au moins, s'est organisé l'ensemble des attaques contre le wokisme. Ce signifiant, je l'ai déjà dit, c'est celui d'universalisme. Et souvent, en France, on ajoute républicain. Universalisme républicain. Beau concept, n'est-ce pas, que cet univers, mais vers quoi? Je ne sais pas ce que ça donne en portugais. Belo conceito. Ah, c'est bon. Ah, bon, très bien. Pardon. Uni, mais vers quoi? Pas universitaire. Hein? En vérité, le problème n'est pas tant celui de l'universel ou de l'universalisme que celui de ses interprétations et que celui de ses usages. En effet, on peut invoquer l'universel de plusieurs points de vue et lui faire dire des choses opposées et parfois antagonistes. Sur cette question des plus sérieuses qui soient, il convient là aussi d'être clair et précis. L'attachement à la psychanalyse, l'attachement à la science et à la raison conduit nécessairement vers l'universel, vers la visée de l'universel et vers le privilège accordé à ce qui est ou à ce qui est universel de fait ou à ce qui est universalisable, c'est-à-dire le langage, l'inconscient, le désir, etc. etc. Mais l'universalisme, c'est-à-dire l'idéologie de l'universel posée comme principe et comme condition que les anti-wokistes opposent à ceux qui ont le souci et ressentent la nécessité de défendre, ne serait-ce que ponctuellement, une particularité, une singularité, une identité, même si je mets identité entre guillemets, relève souvent, pour ne pas dire toujours, dans le débat français en tout cas, de l'arrogance, de l'intimidation, voire du terrorisme intellectuel. Comme si le fait de parler de l'universel prémunit et excuse toutes les formes d'atteinte ou de discrimination qui sont liées à l'existence de différences. Como se o fato de mencionar esse universal criaria uma barreira de defesa que permitiria a essas pessoas de promover qualquer tipo de discriminação. C'est en effet un usage de l'universel qui ravale le postcolonial, le décolonial et tout le mouvement qualifié de woke
à des célébrations du relativisme, des replis identitaires et sécessionnistes. Or, comme l'écrivait justement le philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne, je le cite, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime, Souleymane Diagne, qui dit ceci: « Parler au nom du particulier comme tel, en récusation de l'universel comme tel, n'a simplement pas de sens. Ce serait pur illogisme. Dire, en revanche, que l'universel ne saurait être la propriété d'une seule province du monde, c'est inviter à faire mouvement vers ce que Aimé Césaire a appelé un universel riche de tous les particuliers et qui n'est pas donné, qui n'est pas le départ. Après Césaire, la pensée décoloniale répète que mettre en question un universalisme qui ne serait que la manifestation d'un exceptionnalisme européen, c'est inviter à marcher vers une pluriversalité. Car il ne faut pas lire dans le pluriversel l'opposé de l'universel, mais l'interprétation du pluriel et de l'universel. Donc, c'est dans la biographie intellectuelle de Souleymane Bachir Diagne, qui s'intitule « Le fagot de ma mémoire », paru en 2021. Ainsi pouvons-nous sortir de l'universalisme de surplomb pour ce que Merleau-Ponty, le premier, a appelé un universalisme horizontal. Je conclus. Notre discours, la psychanalyse, est encore jeune, à peine un peu plus d'un siècle, ce qui, vous en conviendrez, est assez dérisoire au regard, par exemple, de la médecine, de la philosophie ou même de la science moderne, qui date du XVIIIe siècle. Néanmoins, cette jeunesse même, la jeunesse même de la psychanalyse, et son advenue dans des siècles d'extrême bouleversement, 19e, 20e, 21e, confronte la psychanalyse à des défis énormes, tant cliniques que théoriques, politiques et éthiques, ce qui rehausse le niveau de la responsabilité de ceux qui servent ce discours. Cette responsabilité que nous avons en partage devrait nous conduire à distinguer sévèrement les questions sur lesquelles la psychanalyse ne peut pas se taire, les questions qui sont hors de son champ propre et dont elle n'a rien à dire, qui puissent être fondées par sa clinique et son éthique, et les questions sur lesquelles la psychanalyse se doit, c'est un devoir, se doit de prendre parti, ne serait-ce qu'en raison de ses intérêts propres et de ses devoirs à l'endroit de la cité et du lien social. D'où la question sur laquelle je vais vous laisser ce soir, au fait, quels sont, pour aujourd'hui et pour quelque temps encore, les intérêts véritables du discours psychanalytique. Je vous remercie. Merci, Sidi. Obrigada. Falar alguma coisinha, depois passo para o Vinícius e a gente já abre. Nem sei que horas são, deixa eu ver. Ok, obrigada. Então, eu gostei bastante do seu texto, Sidi, agradeço. E uma das qualidades que eu vejo nele é a localização dos termos, né? Ou a historicização deles, né? Por causa justamente dessa ser uma forma de desnaturalizar algumas coisas
que é tanto a política da psicanálise, quanto, me parece, algo da interseccionalidade, do wokismo que nos interessa. Então, eu vou apenas dizer que, de alguma forma, eu gostei muito quando você disse da condição do discurso psicanalítico com o agente secular da castração, né? Objeto A. E este trabalho do Lacan de retirar, né, de algumas contingências, né, todo o seu trabalho, toda a formulação e a teoria psicanalítica. E esse é justamente, talvez, uma das críticas, né, um dos pontos difíceis, né, porque uma das críticas é que a psicanálise fica descorporificada e alienada de seu tempo, né? Ela fica universal. Por isso que eu então gostei muito do que você falou do universalismo e do universal, porque nós sabemos das críticas que o Lacan fez ao universal, de como ele fez um tratamento lógico, né? Como ele extraiu todo lá o seminário 19, 20, para falar sobre a importância do contingente e do possível, e do, enfim, todo o tratamento lógico, né? Então, te dizer que quando você termina o seu texto, me parece que fica muito claro o nosso problema aqui, não é? Que é as questões sobre as quais a psicanálise não pode permanecer em silêncio, né? E as questões que a psicanálise tem o dever de tomar partido, e as questões que ela não tem nada a dizer, são extremos, né? Que estão em disputa, né? Eu acho que esse é o nosso campo de disputa entre os colegas, inclusive psicanalistas. Aqui não se pode calar sobre isso temos que dizer, estamos invisibilizando alguma coisa, isso não pode ser dessa forma. Então, nós temos uma dificuldade, que inclusive também, quando você começou dizendo, né, a definição de woke, estar ciente das injustiças sofridas pelas minorias e mobilizar-se para acabar com elas. E aí também há uma diferença de entendimento do que seria essa mobilização, né? Então, eu fiquei me perguntando se pode a psicanálise também nos adormecer, né? E eu gostei muito do que você falou sobre o interesse da psicanálise também, que é outra coisa que nós temos ouvido, infelizmente. Uma questão tão pungente, né, quanto a questão social, racial, de gênero, num país como o Brasil, né, em que 68% né, das pessoas que estão em cárcere são negros, por exemplo, né, em que é o país que mais mata transexuais e homossexuais. E alguns colegas, e a gente fica às vezes num debate que parece querer mobilizar as massas, né? Como estamos contra, estamos a favor, somos desse time, como, né? Enfim, essa é uma questão que para mim fica muito dura e que eu acho que era isso que eu vou passar para o Vinícius, porque me parece que eu fico muito feliz, estamos terminando aí os 2 anos de direção, e o trabalho que os colegas fizeram na interseccionalidade foi muito bacana mesmo. Estava falando com você ontem à noite, né, Cidi? Sobre o fato de que a gente conseguiu um pouco pegar o desafio de falar
entre nós de forma seriada e consequente, e com muita briga, muita, né? Muito muito mal-estar, né? E, ao mesmo tempo, visando um entendimento comum, mínimo os pontos, né? Mínimos pontos em que concordássemos, um mínimo de letramento, e acho que foi muito bacana a experiência. Então, eu quero te agradecer sua contribuição também. Passo para o Vinícius, você quer falar, Cid? Non, je vous remercie de l'accueil que vous avez réservé à mon intervention. Eu agradeço a vocês pela acolhida que vocês me deram, que vocês deram à minha apresentação. Et je salue le courage de la communauté des forums de São Paulo de poser ces problèmes, d'y travailler. E eu venho saudar a coragem da comunidade dos fóruns de São Paulo de trabalhar nessas questões, de realmente engajar-se nelas. Je dis courage parce que ce ne sont pas des questions faciles Eu digo coragem porque não são questões fáceis. et que la communauté psychanalytique, d'une manière générale, E a comunidade psicanalítica, de forma geral, a plutôt un tropisme conservateur. tem tendência, eu diria mais tendência a um tropismo conservador. C'est peut-être pas très visible d'ici, mais en France, c'est tout à fait évident. Talvez isso não seja muito claro para aqueles que estão aqui, mas para aqueles que estão vendo da França, isso aparece como evidente. Peut-être que le nouveau monde va secouer l'ancien monde. Talvez o novo mundo virá sacudir o antigo mundo. Voilà, c'est la meilleure chose que je puisse souhaiter pour la psychanalyse en Europe. É realmente um dos meus maiores desejos para a psicanálise na Europa. Vamos, galera! Boa noite. Peraí, gente, vamos lá, vai. Não, boa noite. Primeiro, muito obrigado, Cidi. Muito bom te ouvir. Eu sou Vinícius, eu estou aqui também falando em nome da Comissão de Interseccionalidade. Temos todas as representantes aqui conosco. A gente fez um trabalho, como a Paula comentou, seriado, né? Então, a gente conversou um ano entre os membros, com textos basicamente discutindo cotas e antirracismo. E depois nós abrimos também as formações clínicas, discussões em que falamos sobre identidade e identitarismo, falamos sobre o ideal da branquitude como, né, no lugar do grande outro. Obrigado, Tati. Que mais? Me perdi aqui. Enfim, tivemos várias discussões ao longo desse ano, que são, de fato, discussões espinhosas, porque muitas vezes o pensamento interseccional nos soa estranho, por às vezes parecer que não tem furos, né? E a psicanálise, ou o pensamento da psicanálise, constantemente pensando em furar. De Dito isso, trouxe alguns comentários, algumas questões do Sul Global, o Novo Mundo chamamos de Sul Global, do seu texto, né? Então eu vou trazer alguns pequenos recortes.
Tem uma passagem em que você discute da psicanálise prescindir do pai ou não, de pensar seu poder hegemônico ou negá-lo. Eu penso que o patriarcado por si só ele não prescinde do pai. Então, como que a psicanálise faria isso, né? Se o patriarcado não prescinde do pai, mesmo quando o pai vai comprar cigarro e nunca mais volta, né? Até aí o pai tá, né? Até na ausência. O que a gente precisa se atentar é que há violências do pai e do patriarcado com as quais os psicanalistas não podem corroborar. Então, não sei se é prescindir do pai ou é corroborar com as violências do pai e do patriarcado. Fico com uma dúvida, em que termos Lacan via as falhas do patriarcado? Não sei, não entendi, queria te ouvir mais, né? Será que Lacan, ou antes Freud, via e ouvia as violências que o patriarcado exerce e daí, como resposta, escutava as neuroses? Se viram as falhas e violências do patriarcado, como as denunciaram? Se não denunciaram, que posição então tomaram? E, por fim, que posição ética pode o discurso analítico frente às violências do patriarcado? Que posição ética pode o discurso analítico frente às violências do patriarcado? No texto tem uma constante pergunta: quem tem medo? Antirracismo, LGBTQIA+, etc. Né? Quem tem medo, tem um trecho que é: quem tem medo da igualdade entre homens e mulheres e quem é a favor da manutenção da inferioridade? Um homem. Não é? Non, ce n'est pas tous les hommes. Ah, tá escrito aqui. O homem não é todos os homens. Era a minha próxima frase, estamos bem. Né? Não todo homem, mas sempre um homem. É. É... Uhum, uhum. Acho que é isso que eu tinha de comentários. Obrigado. Merci beaucoup, Vinicius. Muito obrigada, Ouais, Vinícius. merci pour vos remarques, pour vos questions. Muito obrigada pelas suas observações e pelas suas perguntas. Questions difficiles, complexes, Perguntas difíceis e complexas donc auxquelles je ne pourrais répondre que très partiellement. e, por conseguinte, só poderei respondê-las parcialmente. Alors, je dirais que d'une manière générale, il faut quand même se dire que la psychanalyse n'a pas autorité pour dire quelque chose sur tout. Eu acho que, de forma geral, a psicanálise não tem autoridade para dizer uma verdade sobre tudo. Pour moi, la psychanalyse est un savoir local, un savoir localisé, Para mim, a psicanálise é um saber localizado qui tire sa pertinence, sa logique, son intérêt que tira a sua pertinência, a sua lógica, o seu interesse du lieu où se produit le savoir dont il se soutient, dont elle se soutient. tira, então, a sua lógica, o seu interesse, a sua pertinência do lugar
onde ela é produzida, no qual ela se fundamenta. Voilà. Donc, dans l'idée que je me fais de la psychanalyse, ce n'est pas un savoir qui construit des thèses a priori, Então, na ideia que eu tenho da psicanálise, é de que não se trata de um saber que constrói teses, teorias, sans compter que ce n'est pas une sociologie ou une anthropologie. e sem contar que a psicanálise não é uma sociologia, uma antropologia. C'est pour cela, me semble-t-il, que Lacan insiste sur le fait que la psychanalyse est une pratique. E é por isso que, a meu ver, Lacan insiste sobre o fato de que a psicanálise é uma prática. De cette pratique découle un certain nombre, un certain savoir. E é dessa prática de que decorre um certo saber. Et le travail, me semble-t-il, des psychanalystes, c'est d'essayer de mettre de l'ordre dans ce savoir, de l'organiser, de pouvoir le transmettre. E o trabalho, a meu ver, dos psicanalistas é tentar colocar ordem neste saber para poder transmiti-lo. C'est-à-dire d'essayer de dire quelque chose sur un certain nombre d'objets du point de vue de la psychanalyse. Ou seja, é poder dizer certas coisas sobre um certo número de objetos do ponto de vista da psicanálise. C'est-à-dire principalement à partir de l'hypothèse de l'inconscient et du transfert. E, sobretudo, a partir da hipótese do inconsciente e da transferência. À partir de là, on peut dire des choses tout à fait originales que d'autres ne peuvent pas dire. E é a partir daí que podemos dizer coisas completamente originais que os outros não podem dizer. Mais ça ne nous autorise pas à dire tout sur tout. Mas isso não nos autoriza a dizer qualquer coisa e coisas sobre todas as coisas. Alors, donc, ça me permet d'en venir à la question que j'ai retenue comme centrale dans votre questionnement. E isso me permite voltar a essa pergunta central, esse questionamento que atravessa o meu texto Et qui porte sur les violences paternelles e que trata das violências Masculina. paternas, masculinas, et sur la manière dont il revient ou pas à la psychanalyse de les dénoncer. e sobre a forma pela qual é imposto, é necessário a psicanálise que ela denuncie essas violências Ou de les combattre. e o papel que a psicanálise tem de combatê-las. Alors, là, il me semble qu'il faut être extrêmement prudent. Precisamos ser muito prudentes. Il y a ce que la psychanalyse peut produire comme éclairage à partir de son expérience. Há tudo aquilo que a psicanálise, tudo aquilo sobre o qual a psicanálise pode jogar luz a partir da sua experiência, Mais les associations psychanalytiques ou les écoles de psychanalyse ne sont pas des partis. mas as associações psicanalíticas, as escolas de psicanálise não são partidos políticos. Donc, ce qui peut se dire en termes de savoir psychanalytique, de savoir théorique. Então, aquilo que pode ser dito do ponto de vista da psicanálise é em termos de saber psicanalítico. Mais il ne me semble pas que c'est le devoir de la psychanalyse ou des associations psychanalytiques Mas não me parece que se trate do dever da psicanálise ou das associações psicanalíticas de s'immiscer d'une certaine manière dans les positions citoyennes des analysants ou des analystes. de implicar-se nas posições cidadãs dos analisandos ou dos próprios psicanalistas. Il me semble que chacun peut être soit en cohérence, il me semble que chacun peut être divisé ou peut être en cohérence entre ce qui relève de sa position d'analyste d'une part et de citoyen de l'autre. On peut être divisé, on peut aussi être en cohérence, savoir que ce que nous enseigne notre expérience va dans le sens de ce que nous pensons, de ce qui est notre idéologie, mais il y a des sujets qui sont divisés par ça. Et les associations ou les écoles de psychanalyse ne peuvent pas intervenir et dire « vous devez lutter pour cette cause, vous devez voter dans ce sens-ci, vous devez promouvoir tel ou tel combat ».
Je m'enflamme, hein, Bom, esse tema é realmente do meu coração, então eu acabo me inflamando. Eu acredito que nós, como analistas, podemos nos vermos divididos entre posições que temos e coerências também. Podemos nos sentirmos divididos, né? Podemos ter uma certa posição na qualidade de cidadãos e também uma visão à parte mais distanciada na qualidade de analistas. Então, eu diria que estamos sempre nessa corda bamba entre divisão e coerência. E a nossa experiência, evidentemente, nos dita certas tomadas de posição. Isso, sem dúvida, acontece, mas acredito que não seja o papel das associações psicanalíticas e das escolas de nos dizer como devemos nos posicionar e também sobre o que devemos, quais são as opiniões que devemos externar em determinados assuntos. Non, il faut l'applaudir, hein, Alors, je voulais ajouter deux points pour répondre à votre question. Le premier point concerne le fait que la psychanalyse, si les psychanalystes sont des citoyens, comme les autres, la psychanalyse n'est pas une Weltanschauung. C'est ce que disait Freud très tôt. Ce n'est pas une conception du monde, donc on ne peut pas tirer de la psychanalyse un ensemble de recettes pour s'orienter dans la vie. Ce n'est pas possible, hein, parce que ce n'est pas sa fonction, si vous voulez. Hein. Chacun a la sienne. Globalement, la conception du monde de la psychanalyse, c'est celle de la science, mais même la science ne peut pas avoir un discours sur tout, notamment dans le champ social et dans ce qui fait vivre une société. Então, eu destacaria dois pontos. Então, o primeiro ponto é que a psicanálise, ela não tem que assumir necessariamente uma posição cidadã. O psicanalista não é como diz Freud, bom, aí vocês me corrijam, Weltanschauung. Ele não tem deve ter essa cosmovisão, essa concepção de mundo. Então, consequentemente, a psicanálise não é um conjunto de receitas, ela não nos traz um conjunto de receitas que temos que seguir. Essa não é a sua função. Vários campos de conhecimento têm as suas próprias concepções, e evidentemente que a psicanálise está ligada à ciência, sem dúvida nenhuma, mas ela não abarca todo o campo da ciência. Voilà. Donc ça, c'était le premier point. Ce n'est pas une conception du monde, donc il ne faut pas en attendre des préceptes ou des recettes concernant la manière dont on se doit de prendre position dans la réalité sociale. C'est le premier point. Le deuxième point que vous avez... Alors, Não, bom, na verdade ele resume, né, o primeiro pensamento. Então ele diz, o primeiro ponto é que a psicanálise não é uma concepção de mundo, então ela não fornece receitas e, portanto, ela não fornece necessariamente tomadas de posição já pré-determinadas sobre os diversos assuntos. Voilà, donc le deuxième point que vous avez, puisque le questionnement était en prise directe avec une partie de mon exposé, ça concerne la fonction du père et le passage du père à l'objet petit a. Voilà. E o segundo ponto, ele está diretamente ligado ao questionamento da minha apresentação. É justamente essa tomada de posição direta, essa passagem da função do pai ao objeto pequeno a. Donc, c'était un moment de l'exposé où il s'agissait pour moi de défendre l'idée que la psychanalyse n'a pas partie liée avec le patriarcat.
E esse era o momento da minha exposição em que eu defendia a ideia de que a psicanálise ela não tem nenhum engajamento com o patriarcado. C'est une conception, c'est une critique de la psychanalyse qui a été initiée par ceux qui ont considéré que le fait de mettre le signifiant du nom du père au cœur du symbolique attestait d'une position patriarcale de la part de Lacan. Essa crítica que foi endereçada à psicanálise foi feita por parte daqueles que pegaram o significante nome do pai, que está no cerne da teoria, e ils ont pris le signifiant Ouais, le signifiant du nom du père, et ils ont considéré e, qu'à partir de là, e eles consideraram que a partir daí, que la conception que Lacan avait du fonctionnement psychique assim, a été liée au patriarcat. e eles consideraram que a concepção que Lacan tinha do funcionamento psíquico estava intimamente ligada ao patriarcado. Or, pour l'essentiel, je crois que la critique que Lacan fait du freudisme E eu acho que, essencialmente, a crítica que Lacan faz do freudismo conduit justement à substituer à la fonction du père la fonction de ce que j'appelle l'agent laïque de la castration, qui est l'objet petit a. é justamente proceder, a partir dessa crítica de Lacan do freudismo, ele procede a essa substituição do nome do pai em proveito do agente secular, que é o pequeno a, o objeto pequeno a. Donc, la référence au père et au nom du père, Então, a referência ao pai e ao nome do pai c'est une référence qui est nécessitée par la clinique elle-même. é uma referência que foi colocada à frente pela própria clínica. Mais du point de vue de la manière dont l'analyste se situe pour diriger une cure, c'est tout à fait autre chose. Il n'a pas à porter les habits du père, au contraire. Mas a forma pela qual o analista tem que se posicionar para levar à frente uma cura, ela é totalmente diferente. Ele não tem que assumir esse papel do pai. Voilà, rapidement, hein, ce que je peux répondre à la question, si j'ai bien compris vos objections ou Rapidamente, essa seria a minha resposta à sua pergunta, se eu entendi bem as suas objeções e comentários. Uhum. Sim. Muito obrigado, Sidi. Como disse em nossas conversas, partilho da sua posição. En particular por ese esfuerzo de Lacan de dar peso a lógica y de esvaziar a narrativa, dicemos hoje, né? A historiola. Y eso también dice de esta situación que estamos debatiendo. Por ejemplo, ¿cuáles son las condiciones para que un analista pueda escuchar e intervir sobre o traumático que se desenvolve en cada cura? No precisamos de identificaciones de traumatizados. Y yo digo eso porque en este momento, por ejemplo, aquí en Brasil, en São Paulo, son varias las oportunidades en que alguien puede decir, yo quiero me analizar con un analista negro
trans, e etc., né? E então, essa passagem que eu considero assim precisa e que já foi colocada, do que seja do pai para a lógica do objeto A. E é todo o esforço de Lacan, não somente no seminário 17, que pontualmente aí é bem preciso. E então, realmente, eu pessoalmente, claro, sensível como cidadã, mas devo confessar que nesses debates eu me sinto muito aquém de questões que me ultrapassam no dia a dia da clínica. Eu não alcanço com meu saber. Isso não quer dizer que eu não acolha. E menos ainda que eu não possa debater nestes equívocos que estas questões trazem para nós analistas. Era um comentário. Muito obrigada. Sidi, muito obrigado pela sua intervenção, sobretudo pela parte bastante solidária em que você atribui uma certa esperança ao novo mundo. Embora não sejamos mais tão novos assim. Talvez a transformação social mais radical no Brasil nos últimos anos seja a do envelhecimento. Mas a minha pergunta, de alguma maneira, toca o comentário de Sandra, que gostei muito sobre isso que você pensou do Lacan sobre o objeto A como um objeto secular. Eu tenho me interrogado bastante sobre as consequências do Lacan quando ele, na altura do Seminário 21, nas fórmulas da sexuação, substitui o Phi pelo objeto A, né, na escrita das fórmulas, né? E nesse sentido, né, pensando na sua pergunta, quem tem medo, eu acrescentaria quem tem medo de uma análise nos termos de uma destituição no que toca à sexuação, para então reescrevê-la desde este objeto secular, que é o objeto A. Quais seriam as consequências pensando na produção de um analista em uma análise? Ok. Très merci, Sidi. Muito obrigada. Vou tentar ser breve. Eu fiquei pensando sobre um impasse, que é um impasse que temos pensado aqui no Fórum São Paulo desde que nós tivemos a honra de receber Sidi, justamente, na primeira comissão de diversidade, quando estávamos começando a pensar a questão da implementação das cotas, há uns 4, 5 anos atrás. E esse...
A discriminação positiva. E o impasse teria a ver com a questão da identificação, as identidades, mas principalmente as identificações. Como que uma pessoa poderia pleitear uma cota, de que lugar, como se identificar como alguém que teria esse direito, e me faz pensar em várias questões. Por exemplo, a importância que tivemos no Brasil de um livro de uma psicanalista chamada Neuza Santos Souza, Tornar-se Negro. Ou mesmo, por exemplo, eu estava lendo hoje num trabalho de cartel um livro de Betty Fuchs sobre o texto de Freud, Moisés e o monoteísmo, que ela conta que o Freud, por volta de 1914, é convidado e faz uma fala contra a discriminação contra homossexuais. Mas que, na sequência, ele é convidado a fazer uma fala sobre o antissemitismo, que era uma questão direta com a questão dele, e ele se recusa, como uma questão ética, de que não seria ele, como judeu, que deveria falar do antissemitismo. Então, essa questão, hoje, por exemplo, né, quem falaria do antissemitismo? Os judeus? Quem falaria de cada uma das questões? Quem poderia, numa comunidade de psicanálise, fora de uma comunidade de psicanálise? Então, como a gente resolve o impasse da identificação? Porque numa análise a gente se identifica para poder atravessar a identificação e chegar na desidentificação. Como pensar isso no discurso de hoje da psicanálise? É isso, muito obrigada. A gente vai passar agora a Ana Carolina, por favor. A Tati? Não, Ana Carolina. Sim, primeiro vai a Ana Carolina, gente. Depois a gente viu que tem 3, tá? Primeiro a Ana, por favor, Ana. Carol. Primeiro, do entusiasmo de escutar essa mesa e de escutar uma mesa numa escola de psicanálise que toque em questões tão fundamentais quanto as questões interseccionais e que acho que vão deixando muitas questões para a gente pensar. E acho que o que Ok, segura um pouco porque a gente tem que traduzir para ele. Desculpa. Continua. Tá. Um ponto que me tocou bastante da discussão foi a questão da incidência das classes sociais. Vou fazer aqui uma certa elaboração da incidência das classes sociais ou da luta de classes na escuta analítica. E acho que o Cid faz alguma pergunta que me interessa bastante, que é quem tem medo das classes sociais. Ok, para um pouco. Ok, continua. E eu fiquei com vontade de que a gente pudesse conversar mais, de escutar mais, porque quando escuto ele falando, fico pensando que alguns psicanalistas podem ter medo das classes sociais e, ao mesmo tempo, também pensando quais seriam as incidências Espera um clínicas. pouquinho, Carol. Quais seriam as incidências clínicas E ético-políticas, digamos assim, de um analista não estar advertido
dessas questões na produção da subjetividade, dos sintomas, enfim, queria conversar um pouco mais sobre isso. Obrigado, Carol. São 9h57. Vamos pedir para você, Donizete, ser bem breve, por favor. E Mariana. Ok, Vini, tudo bem. E aí só temos Posso falar? Donizete e Mariana. Por favor, sejam breves e falem bem alto no microfone, por favor. E Vocês estão me pausado. escutando bem? Sim. Ok. Boa noite, agradeço a iniciativa do Fórum São Paulo, que trouxe o Cid Escaforré. É o seguinte, gente, quem tem medo de wokismo e do que exatamente se tem medo? Eu ouvi o que o wokismo vai englobar os grupos e das minorias. Isso para a gente ganha. Donizete, por favor, fala mais Mas, pausado e bem mais alto. quem tem medo do wokismo e do que exatamente se tem medo? Pelo que eu entendi, o wokismo vem englobar todo um grupo de minorias que estão aí, né, num lugar que estaria só o racismo. Não, ele vem colocar tudo. O que me interessa aí, né, nessa última pergunta que o Cid faz, quais são os verdadeiros interesses do discurso analítico hoje e daqui a algum tempo? Eu fico pensando nisso, entendeu? Quais são os interesses do discurso analítico hoje? Vai, mais uma frase. Penso aí no que concerne à ética. E aí é que eu vou fazer a pergunta. Para além da clínica do 1 a 1, que é a clínica do o que pode a psicanálise na polis e no social, enquanto esse nosso discurso analítico? É isso, tá? Obrigada. Bom, vamos, Mariana, por favor, falando alto e pausado, porque a gente tem a tradução. Obrigado. Olá, boa noite. Vocês me ouvem? Muito pouco, porque começou a tocar um celular aqui. Mas muito pouco, Mariana. Por favor, coloca o microfone bem perto da sua boca, por gentileza. E agora, melhorou? Melhorou, ótimo, obrigado. Eu fiquei muito curiosa e eu gostaria de ouvir por que o Cid não prescindiu de falar sobre o wokismo e o anti-wokismo? Por que ele escolheu esse tema específico para vir falar para a gente? Porque, por exemplo, né, ele poderia ter falado sobre o objeto A, ele poderia ter escolhido falar aqui para nós sobre o objeto A, que é a grande invenção que ele colocou, né? Mas, de uma certa forma, ele não prescindiu de trazer esse tema. Então, eu fiquei com interesse de saber por que ele escolheu falar sobre o wokismo e anti-wokismo aqui para nós, né? Então, essa é a minha pergunta. Ótimo. Obrigado. Ele falou que é muito simples, ele vai te responder primeiro, pelo que eu entendi. Voilà, c'est la question la plus simple qui soit pour moi. Essa é a última pergunta, é a mais simples para mim. J'ai parlé du wokisme et de l'anti-wokisme Eu falei do wokismo e do anti-wokismo parce qu'il m'a été demandé d'intervenir sur la question de l'intersectionnalité. porque me solicitaram que eu intervisse sobre a questão da interseccionalidade. Et donc, partant de ce signifiant de l'intersectionnalité, E partindo desse significante da interseccionalidade, il m'a semblé qu'une des voies les plus intéressantes pour moi, me pareceu que uma das vozes mais interessantes para mim c'était d'examiner le débat suscité par la question du wokisme et de l'anti-wokisme. seria me interessar, me aprofundar nesse debate que foi suscitado pelo wokismo e o anti-wokismo. Parce que ça pose à la fois la question des injustices, la question des discriminations et des ségrégations, Porque isso coloca a questão das injustiças, das discriminações e das segregações. ça pose la question du débat autour de l'universel et de l'universalisme.
Isso traz também no cerne dessa questão o debate entre o universal e o universalismo, et ça permettait de dire quelque chose de ce qu'est ou de ce que devrait être une politique de la psychanalyse. e isso me permitiu também dizer algo sobre o que é e o que deveria ser o papel da psicanálise. Demain, je parlerai d'autre chose. Amanhã, Soyez tranquille. amanhã falarei de outra coisa. Voilà, j'ai répondu, Fique tranquila. j'ai répondu avec mes faibles moyens à la demande qui m'a été faite. Eu respondi por meus meios humildes à solicitação que me foi feita. Tem mais alguma coisa das outras perguntas que você queira comentar? Alors, ça allait un petit peu dans le sens. C'est difficile s'il y a une. Ouais, qu'est-ce que vous avez retenu comme question? Parce que, moi, j'entendais à peine de ce qui se disait, donc c'est difficile, c'est compliqué. O que vocês poderiam resumir as perguntas para ele, porque En tout cas, je vous remercie. Hein? Je vous remercie de m'avoir mis sur la piste ou le thème de l'intersectionnalité. eu agradeço a vocês por terem me colocado nessa trilha da interseccionalidade, Hein, qui, je vous le disais au tout début de mon intervention, n'était pas du tout un thème que j'investissais. e como eu disse a vocês logo no início, esse absolutamente não era um tema sobre o qual eu tinha um hábito de me aprofundar ou trabalhar. Mais il me semble que la situation, les caractéristiques du Brésil, Mas me parece que a situação, as características do Brasil, la situation, à la fois l'histoire et la conjoncture de la politique brésilienne, me parece que a situação histórica brasileira e a conjuntura atual desse país, font que ce sont des questions auxquelles vous ne pouvez pas ne pas être sensible. me parece que essas questões, tendo em vista esses dois elementos, são questões às quais vocês não podem deixar de ser sensíveis. La situation française est très différente, A situação na França é muito diferente, dans la mesure où l'esclavage a été, d'une certaine manière, éloigné. C'était dans les îles, à la Réunion, à la Martinique, à la Guadeloupe. na medida em que a escravidão foi, de uma certa forma, colocada à distância nas colônias, né? Martinique, Guadeloupe, Et que les minorités qui sont actuellement sur le territoire métropolitain e as minorias que estão atualmente naquilo que os franceses chamam de território metropolitano, sont des populations originaires des anciennes colonies, são populações originárias das antigas colônias. pour lesquelles il n'y a pas le même passé esclavagiste. E para essas populações, esse passado escravagista não tem o mesmo sentido. Mais ça pose des problèmes d'une autre nature, Mas isso vem colocar para elas problemas de outra natureza, notamment le fait qu'une grande population d'origine islamique ou de pratique de la religion islamique a presença de uma grande população que tem uma prática do Islã e que é muçulmana, voilà, vit sur le territoire métropolitain, vive no território metropolitano, et que ça situe les conflits au niveau religieux plus que par rapport à l'histoire ancienne de la colonisation ou de l'esclavage. A presença dessa comunidade vem colocar à frente mais o aspecto religioso, ao invés justamente do âmbito do histórico da escravidão e da questão colonial. D'où la couleur que prend, au fond, les débats autour de l'universalisme et de l'universel. E isso explica a tonalidade que tomam os debates em torno do universal e do universalismo. Qui ne recouvrent pas les problématiques qui sont les vôtres ici. E, por conseguinte, não vem recobrir as mesmas problemáticas que são as que vocês têm aqui. Ça ouvre, ça offre des occasions d'échange et de débat.
E isso justamente, essa diversidade que nos oferece a possibilidade de ter trocas e debates. Voilà, je vous remercie. Obrigada.